En 2014, un père américain traversait un désert sous 45 degrés pour aller planter un drapeau dans le sol et se proclamer roi. Alors, pas pour la gloire, mais juste pour que sa fille de 7 ans puisse être une vraie princesse. Si ça, c'est pas mignon. Et le truc le plus fou, c'est que légalement, il a rien fait de mal. Parce que ce bout de désert appartient à personne. Aucun pays ne le revendique. Aucune loi ne s'y applique. C'est une terre fantôme sur la carte du monde. Et c'est loin d'être le seul endroit comme ça. Il existe sur Terre des zones entières qui tombent dans les failles du droit international. Des déserts que deux pays se renvoient l'un à l'autre comme une patate chaude, un continent de 14 millions de kilomètres carrés où les armes sont interdites par traité, des millions de kilomètres carrés d'océans sans police, sans juridiction, sans personne pour répondre si quelque chose tourne mal, et une plateforme rouillée en pleine mer du Nord qui s'est proclamée nation souveraine et qui a repoussé la marine britannique à coups de fusil. Ces endroits existent aujourd'hui. Et ce qui s'y passe est tantôt fascinant, tantôt utopique, tantôt complètement sordide ou absurde. Alors aujourd'hui, on part les explorer ensemble. Et à la fin, je suis sûr que vous regarderez la carte du monde d'une toute autre manière. On commence par quelque chose qui paraît impossible dans notre monde en 2026. Une terre qui appartient à aucun État. Une vraie, concrète, avec des montagnes et du sable, pas juste un bout de rocher perdu au milieu de l'Atlantique. Une zone de 2060 km², pour vous donner une petite idée, ça fait à peu près 2 fois la superficie du Grand Paris, et personne n'en veut. Alors bienvenue à Bir Tawil. Bir Tawil, c'est un bout de désert coincé entre l'Égypte et le Soudan, à mi-chemin entre le Nil et la mer Rouge. Et ce qui en fait un cas totalement unique au monde, c'est que les deux pays voisins refusent de le revendiquer. Pas parce qu'ils l'ont oublié, pas parce qu'ils ne savent pas qu'il existe, mais parce qu'ils ne veulent pas en avoir la responsabilité. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à l'époque coloniale. À la fin du 19e siècle, les Britanniques contrôlent à la fois l'Égypte et le Soudan. En 1899, ils tracent une frontière entre les deux. Une belle ligne droite au 22e parallèle, comme les colonisateurs aiment le faire, au mépris de toute réalité locale. Ensuite, en 1902, ils réajustent cette frontière pour qu'elle reflète mieux le territoire des tribus locales. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Ce nouvel ajustement place Bir Tawil sous administration égyptienne, mais il place aussi le triangle de Halaïb sous administration soudanaise. Le triangle de Halaïb, c'est une zone côtière de 20 000 km² avec accès à la mer Rouge. Une zone beaucoup plus intéressante que Bir Tawil, qui est juste un désert aride, sans eau, sans ressources et sans aucune population permanente. Donc voilà la situation. L'Égypte dit que la vraie frontière, c'est celle de 1899, celle qui lui donne Halaïb et attribue Bir Tawil au Soudan. Le Soudan, eux, disent que la vraie frontière, c'est celle de 1902, celle qui leur donne Halaïb et qui attribue Bir Tawil à l'Égypte. Résultat, chaque pays revendique le morceau le plus précieux, Halaïb, et abandonne Bir Tawil à l'autre. Et comme aucun veut lâcher Halaïb, aucun peut officiellement réclamer Bir Tawil sans se contredire. C'est un conflit territorial inversé, un endroit que tout le monde rejette. Ce qu'on appelle en droit international une terra nullius, une terre qui a personne. Concrètement, Bir Tawil aujourd'hui, c'est un désert hostile avec des températures qui dépassent les 40 degrés pendant les 3/4 de l'année, aucune eau en surface, aucune habitation permanente, quelques tribus nomades, les Ababda et les Bisharines qui traversent parfois la zone pour y faire paître leurs troupeaux. Il y aurait même des camps de prospection minière non réglementés, ce qui est plutôt logique vu que personne ne revendique la terre, qui cherchent de l'or. Mais officiellement, personne n'est responsable, personne ne gère, personne ne surveille et personne ne protège. Et c'est précisément ça qui attire les aventuriers. En 2014, un Américain de Virginie, Jeremiah Heaton, décide de traverser le désert puis le Soudan pour rejoindre Bir Tawil. Il plante un drapeau qu'il a confectionné avec sa famille et se proclame roi du royaume du Soudan du Nord. C'est stylé. Sa motivation, c'est sa fille de 7 ans qui lui avait demandé si elle pouvait être une vraie princesse. Et Jérémie s'est dit, vu que j'ai pas les moyens d'acheter un royaume, on n'a qu'à en créer un. D'autres monarques autoproclamés ont suivi. Des gens ont planté des drapeaux, créé des passeports, annoncé des gouvernements.
Sauf que ça marche pas comme ça. Pour qu'un État soit reconnu internationalement, il faut un territoire, une population permanente, un gouvernement et la reconnaissance des autres États. Ni l'Égypte ni le Soudan ont daigné répondre à ces aventuriers. Bir Tawil, ça reste une terra nullius, dans un vide juridique total. Et c'est pas le seul. À l'autre bout du monde, dans l'Antarctique, il existe un territoire encore plus vaste que personne ne revendique. On l'appelle la terre Mary Beard, qui a été nommée ainsi par un aventurier américain en l'honneur de sa femme. C'est une région d'1,6 million de kilomètres carrés, l'équivalent de 3 fois la France, dans l'Antarctique occidentale. Aucun État n'en a réclamé la souveraineté. Parce que l'Antarctique, justement, il a une histoire bien particulière. C'est le seul continent sur Terre qui appartient officiellement à aucune nation. Et c'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un traité que beaucoup considèrent comme un des plus remarquables de l'histoire diplomatique moderne. On va revenir un peu en arrière. Pendant la première moitié du XXe siècle, une poignée de pays commence à revendiquer des morceaux de l'Antarctique. L'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Ils découpent le continent comme une pizza. Chacun réclame sa tranche, alors du pôle sud à l'océan austral. Sauf que plusieurs de ces revendications se chevauchent. La France revendique la Terra Delhi, le Chili et l'Argentine revendiquent des zones identiques à celles du Royaume-Uni. Ça commence à sentir la dispute diplomatique. Et dans le contexte de guerre froide de l'époque entre les USA et l'URSS, qui s'observent en chien de faïence, la question de qui contrôle ce continent glacé prend une dimension stratégique sérieuse. C'est dans ce contexte que le 1er décembre 1959, 12 nations signent le traité de l'Antarctique à Washington. Et ce traité est pour ainsi dire bongueur d'esquive diplomatique. Au lieu de décider qui possède l'Antarctique, on décide de geler toutes les revendications. On met le sujet au congélateur, ce qui est parfait pour l'Antarctique. Le principe est simple, toutes les activités militaires sont interdites. Pas de base, pas de manœuvre, pas d'essai d'armes, ni nucléaire, ni conventionnel. Aucune nouvelle revendication territoriale ne peut être formulée pendant la durée du traité. Et le continent est réservé exclusivement à la recherche scientifique. Et ça, c'est fascinant. Pourquoi interdire les armes dans un endroit qui n'appartient à personne? Précisément parce que ça appartient à personne. Si n'importe quel État pouvait y installer des bases militaires sans contrainte, ce serait la course à l'armement dans le Grand Sud. L'Antarctique deviendrait un terrain de jeu stratégique et potentiellement un point d'allumage pour les conflits. Le traité a été la solution pour éviter ça. En disant « personne possède, donc personne n'y met de militaire ». Maintenant, une question que vous vous posez peut-être. Si personne ne dirige ce continent, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un y commet un crime? Un vrai crime, je veux dire un meurtre par exemple. La réponse est à la fois rassurante et un peu flippante. Rassurante parce que l'Antarctique, c'est un vide juridique total. Le traité prévoit donc que chaque personne reste soumise aux lois de son propre pays. Un Français qui tue quelqu'un là-bas sera jugé en France. Un Russe en Russie, un Suisse en Suisse, etc. C'est ce qu'on appelle le principe de la personnalité. La loi suit la personne, pas le territoire. Flippante parce qu'il n'y a aucun tribunal sur place, aucune police. C'est le chef de la station qui fait office de représentant de l'État. Et c'est lui qui doit gérer la situation avec les moyens du bord dans un des endroits les plus isolés de la planète, parfois pendant des mois, avant qu'une juridiction nationale puisse prendre le relais. Et ça arrive vraiment. Une fois, un scientifique soviétique a tué un collègue avec un piolet pour avoir perdu une partie d'échecs. Et on ose dire que moi, je suis mauvais perdant. Bref, il y a aussi eu un cuisinier d'une base américaine qui a attaqué un collègue avec un marteau. Et quand le tueur et la victime sont de nationalités différentes, ça devient un vrai casse-tête diplomatique. Parce qu'il n'existe aucune règle claire pour décider quel pays est compétent. Cela dit, depuis 1961, le traité tient. 58 pays l'ont maintenant ratifié, des scientifiques du monde entier cohabitent sur le continent dans des bases internationales sans frontières. C'est un des rares exemples de l'histoire où les adversaires de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS, ont réussi à coopérer de manière durable parce que la coopération est scientifique, bien loin des tensions géopolitiques. Mais il reste cette anomalie, la terre Mary Beard. Personne n'en a réclamé la souveraineté. Elle est si isolée, si inhospitalière que même les pays qui découpaient l'Antarctique n'ont pas jugé utile de s'en emparer. C'est un territoire d'1,6 million de kilomètres carrés, sans gouvernement, sans ville, sans habitants permanents, la plus grande terra nullius du monde.
Ce qu'on peut retenir de l'expérience antarctique, c'est que l'absence de règles, c'est pas une fatalité. Parfois, les humains sont capables de créer un cadre commun, même entre adversaires. Mais ce cadre nécessite une volonté politique forte. Et quand cette volonté fait défaut, c'est une autre histoire. Comme en haute mer. Prends une carte du monde. Regarde les immenses étendues bleues. La haute mer. Les eaux internationales, c'est tout ce qui commence à 370 km des côtes d'un pays. La haute mer représente 64% de la surface totale des océans, plus de la moitié de la planète. Et c'est une zone qui appartient à aucun État. Juridiquement, c'est le principe de mare liberum, la mer libre. En haute mer, il y a la liberté de naviguer, de pêcher, de faire de la recherche scientifique, de poser des câbles. La loi qui s'applique à bord d'un navire, c'est celle du pays sous lequel le bateau navigue, c'est-à-dire son pavillon. C'est le seul cadre légal qui existe vraiment là-bas. Et ça crée quelque chose de fascinant, une zone grise juridique quasi totale. Commençons par le côté visible, celui qui est dans la lumière, parce que quand même il existe. Des gens ont utilisé cette liberté de manière créative et même courageuse. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Rebecca Gompers, une médecin néerlandaise. En 1999, elle fonde l'ONG Women on Waves. Son idée, affréter un bateau sous pavillon néerlandais, le faire naviguer vers les pays où l'avortement est illégal et emmener les femmes qu'ils souhaitent dans les eaux internationales pour leur proposer une IVG médicamenteuse en toute légalité. Parce qu'une fois hors des eaux territoriales, c'est la loi néerlandaise qui s'applique à bord. Concrètement, les femmes montent à bord dans le port, le bateau met 2 à 3 heures pour atteindre les eaux internationales et là, loin de la juridiction de leur pays, elles peuvent recevoir les soins qui leur est interdit sur Terre. Alors ok, l'histoire ne nous dit pas forcément comment elles étaient accueillies en rentrant si ça se savait. Mais vous avez compris le principe. Et c'est certain que ça a fait parler. L'ONG a mené des missions en Irlande, en Pologne, au Portugal, en Espagne, au Maroc, au Guatemala. À chaque fois, les gouvernements locaux ont tenté de les bloquer. Navires de guerre dépêchés au large du Portugal, armée guatémaltèque expulsant les bateaux du port. L'histoire de Women on Waves, c'est celle d'un vide juridique utilisé pour contourner des lois jugées injustes. Maintenant, voyons le côté plus sombre. Les mêmes failles qui permettent ce genre d'initiatives humanistes sont aussi exploitées de manière beaucoup plus brutale. La haute mer, c'est un endroit où 56 millions de personnes travaillent. Surtout sur des bateaux de pêche, dans des conditions que la plupart d'entre nous n'imagineraient et n'accepteraient jamais. Le journaliste américain Ian Urbina a passé des années à enquêter sur ce qu'il a appelé la jungle des océans. Ce qu'il a documenté est juste terrible. Sur certains bateaux de pêche opérant sous pavillon de complaisance, c'est-à-dire des drapeaux de pays peu regardants comme le Panama ou le Libéria, qui permettent aux armateurs de s'affranchir des règles de sécurité et du droit du travail, on a retrouvé des marins enchaînés par le cou. Des hommes recrutés dans des pays pauvres d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique de l'Ouest, souvent avec des promesses de bons salaires, qui se retrouvent piégés sur les bateaux, qui sont devenus esclaves et qui ne rentrent jamais au port. Certains y restent 5, 7, 10 ans sans voir la terre, sans salaire et sans personne pour les aider. Les violences documentées sont extrêmes, des coups, des privations de nourriture, des agressions sexuelles et des meurtres filmés pour lesquels Urbina a obtenu le nom des commanditaires présumés et du coup, il a les images et pourtant, rien s'est passé. Aucune poursuite. Parce que les crimes ont eu lieu dans les eaux internationales, sur un bateau battant pavillon d'un État qui n'a pas les moyens ni la volonté d'enquêter. Quand l'ONU a interrogé des marins cambodgiens opérant en mer de Chine méridionale, 50% d'entre eux avaient été témoins d'un meurtre à bord. 50%! Mais c'est juste un truc de malade. C'est pas une anecdote, c'est un phénomène systémique, invisible, qui se déroule à des centaines de kilomètres des côtes, loin de toute caméra, la plupart du temps en tout cas, mais surtout loin de tout tribunal. Et si ça semble lointain, rappelez-vous que selon la Fondation de la mer, seuls 20% des plus grandes entreprises de conserve de thon peuvent garantir que le droit du travail a été respecté à chaque étape de leur chaîne d'approvisionnement. Le thon dans votre placard a peut-être été pêché par quelqu'un à qui on avait retiré tous ses droits. C'est juste effarant.
Il y a bien des organisations qui essayent de combler ce vide. Sea Shepherd par exemple, patrouille en haute mer pour lutter contre la pêche illégale et le braconnage. En mars 2023, les États membres de l'ONU ont adopté un premier traité de protection de la haute mer qui vise à créer des aires marines protégées pour encadrer l'exploitation des ressources. C'est un progrès, mais la haute mer reste et restera encore pendant longtemps ce que beaucoup appellent à raison le Far West des océans. On a vu des terres sans État, un continent géré par un traité et des océans sans loi. Maintenant, place peut-être à l'histoire la plus folle de toutes celles qu'on a vues aujourd'hui. Vous l'aviez peut-être déjà vue dans le passé, mais moi, je la trouve exceptionnelle. C'est l'histoire d'un homme qui a créé son propre pays sur une plateforme rouillée en pleine mer et qui a réussi à s'y maintenir pendant presque 60 ans. Bienvenue à Sealand. On est en 1966. Roy Batts est un ancien major de l'armée britannique, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, devenu animateur de radio pirate, l'équivalent à l'époque d'un YouTuber underground. Son émetteur, c'est Radio Essex. Il diffuse de la musique pop depuis les eaux territoriales britanniques. En 1967, le gouvernement britannique fait passer la Marine Broadcasting Offence Act, une loi qui interdit purement et simplement les radios pirates émettant depuis la mer. Radio Essex est donc forcé de fermer. Roy cherche alors une autre solution, il n'a pas dans l'idée de se laisser faire. Il consulte des avocats spécialisés en droit maritime et il tombe sur quelque chose d'incroyable. À seulement 10 km du large des côtes de Suffolk, en mer du Nord, une ancienne plateforme militaire de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été construite pour protéger l'estuaire de la Tamise contre les bombardements allemands. Elle a ensuite été abandonnée à la fin de la guerre. Et en 1967, elle se trouve bien en eau internationale, parce qu'à l'époque, les eaux territoriales britanniques, elles s'étendent qu'à 5,5 km des côtes. Au-delà, c'est le vide juridique. Et elle appartient donc plus à personne. Le 25 décembre 1966, Roy Batts débarque sur la plateforme avec quelques amis. Le 2 septembre 1967, il proclame l'indépendance de la principauté de Sealand et se nomme Prince Roy Ier. Moi personnellement, je me serais carrément nommé roi. Mais bon, c'est pas ma plateforme. Le gouvernement britannique envoie des unités de marine pour les déloger. Ils ont été accueillis à coups de tir de sommation. Un tribunal est saisi et là, le verdict est stupéfiant. La plateforme se trouve effectivement dans les eaux internationales au moment des faits, hors de la juridiction des cours britanniques. Autrement dit, Roy Batts n'a rien fait d'illégal. Sealand, c'est 550 mètres carrés habitables sur 2 pieds en béton à 7 mètres au-dessus de la surface de la mer. C'est à peu près la taille d'un court de tennis. Mais Roy y installe tout ce qu'il faut pour un État. Un drapeau, une constitution, une monnaie, le dollar sealandais, des passeports, des timbres, un hymne national. Et sa devise est Mare Libertas, de la mer la liberté. Et vous vous imaginez bien que ses aventures ne s'arrêtent pas là. En 1967, à peine installé, Roy doit défendre sa plateforme contre un autre pirate radio, Ronan O'Reilly, qui voulait lui aussi s'en emparer. L'affrontement, des bombes à essence et des fusils. Ils y sont pas allés de main morte. Mais l'épisode le plus incroyable arrive en 1978. Alexander Arenbach, un homme d'affaires allemand, qui s'était lui-même autoproclamé Premier ministre de Sealand, engage des mercenaires. Ils envahissent la plateforme par hélicoptère quand Roy est absent. Ils prennent en otage le fils de Roy, le prince héritier Michael. Michael est libéré aux Pays-Bas quelques jours plus tard et Roy entre en action. Il rassemble des forces, des amis, des mercenaires engagés de son côté et reprend Sealand depuis un hélicoptère. Il a d'ailleurs dit plus tard que « Descendre suspendu à une corde 30 mètres au-dessus de la mer pour faire face à des terroristes, je n'ai plus jamais ressenti une telle montée d'adrénaline. » Et honnêtement, on veut bien le croire. Les envahisseurs sont capturés et détenus comme prisonniers de guerre. L'Allemagne dépêche un représentant diplomatique pour négocier leur libération. L'Allemagne, avec un émissaire officiel, pour négocier avec une micronation de 550 mètres carrés. C'est une des rares fois où un pays souverain a indirectement reconnu Sealand comme interlocuteur légitime. Dans les années 2000, Sealand tente une reconversion, devenir le paradis des données numériques. Une société appelée Haven Co s'installe sur la plateforme pour héberger des serveurs, promettant une liberté totale pour les données, loin de tout contrôle étatique.
Wikileaks, de Pirate Bay, ils ont tous à un moment ou à un autre envisagé de s'y établir. The Pirate Bay a même lancé une campagne pour racheter Sealand avant d'apprendre que la famille Batts en demandait 65 millions de livres sterling. Ça fait plutôt cher le mètre carré. Aujourd'hui, Sealand existe toujours. Roy Batts est mort en 2012 et c'est son fils Michael qui règne. La plateforme a plus que 2 gardiens permanents. Mais elle vend toujours ses titres de noblesse sur son site officiel, entre 24 et 600 € selon le rang. Ed Sheeran en a acheté un. Il est officiellement baron von Edward Sheeran depuis 2012. Il paraît d'ailleurs qu'il en est assez fier. Bon, il a aussi été décoré en 2017 par la reine Elisabeth II, membre de l'ordre de l'Empire britannique. Oui, c'est peut-être quand même un peu plus prestigieux, je ne sais pas ce que vous en dites. Dites-le moi en commentaire. Sealand, c'est pas un exemple isolé. Il y a dans le monde entier des dizaines de micronations plus ou moins sérieuses qui ont tenté de s'installer dans des zones grises du droit international. Certaines dans des îles abandonnées, d'autres dans des zones frontalières contestées, comme Gornja Siga, un bout de forêt de 7 km sur les rives du Danube, entre la Croatie et la Serbie, que chaque pays affirme appartenir à l'autre. Ces micronations fascinent, parce qu'elles posent une question simple. Si les règles du jeu international permettent ces anomalies, qui décide vraiment où finit un État et où commence un autre ? J'aurais pu faire une vidéo complète sur ce sujet, mais il y en a déjà beaucoup, alors je me suis concentré sur ce que je trouvais le plus fou. Vu que c'est même pas une terre, c'est un urbex. Alors, on a traversé beaucoup de territoires aujourd'hui. Un désert que personne ne veut, un continent géré par un traité, un océan sans police, une plateforme rouillée qui a repoussé la marine britannique à coups de tir de semences, et à chaque fois, la même question qui revient. Qu'est-ce qui se passe quand les règles s'arrêtent ? La réponse, c'est que ça dépend entièrement des gens qui se trouvent dans ces espaces. Dans l'Antarctique, des scientifiques de pays ennemis ont choisi de coopérer. Ils ont créé un des rares exemples de paix durable entre grandes nations. C'est une des plus belles choses que l'humanité a réussi. Et c'est suffisamment rare pour le souligner. En haute mer, d'autres ont choisi d'exploiter l'absence de règles pour commettre des atrocités en toute impunité. Des gens enchaînés, des meurtres impunis. Cette fois, c'est la face sombre de l'humanité dans toute sa splendeur. Et entre ces deux, des individus comme Roy Batts ou une médecin comme Rebecca Campers qui ont regardé les failles du système et qui s'en sont emparés, chacun avec ses propres objectifs, ses propres valeurs. Et ce qui est troublant, c'est que ces zones d'exception, c'est pas des anomalies qui sont destinées à disparaître. En 1987, le Royaume-Uni a étendu ses eaux territoriales à 12 miles marins, englobant officiellement Sealand. Mais personne n'a jamais osé en déloger la famille Batts. Le traité antarctique gèle les revendications, mais certains États, la Chine notamment, multiplient les stations scientifiques qui ressemblent à des têtes de pont stratégiques. Et si les ressources sous la glace deviennent accessibles avec le réchauffement climatique, ces revendications gelées risquent vite de dégeler. Birtaouil est toujours là, vide, rejeté, sans gouvernement. Et quelque part, bizarrement, ça a quelque chose de beau aussi. Une partie de cette planète que personne n'a encore décidé de contrôler. Enfin, que personne n'a encore trouvé comment contrôler. La question maintenant, c'est combien de temps ça va durer. Comme d'habitude, je compte sur vous. Un petit like, abonnez-vous et activez la cloche pour rien louper des futures vidéos. Dites-moi aussi en commentaire ce que ça vous inspire. Est-ce que vous aussi vous voudriez devenir le roi ou la reine de votre propre territoire, même s'il est tout petit? Et si vous manquez d'inspiration, écrivez simplement liberté en commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!